Merci pour l'intervention. Vous qui avez de l'expérience maintenant depuis quelques années, comment est-ce que vous expliquez que malgré des rapports scientifiques bien cadrés et qui, les années passant, ne changent pas leurs conclusions, comment vous expliquez que les pouvoirs politiques n'ont jamais été en mesure de prendre des décisions assez courageuses pour éviter d'être au pied du mur aujourd'hui? Moi, j'explique parce qu'on ne les encourage pas. Si on regarde chacun d'entre nous, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de cette transition, forcément. Donc, je veux dire, c'est peut-être un peu facile. Enfin, disons, oui. Il n'y a pas que les politiques qui sont disons, bien sûr, le rôle du politique est important. Le politique national, c'est vraiment, disons, avoir de vrais objectifs. La politique régionale, je l'ai dit, c'est là où les choses se passent. Alors, il y a des choses qui se passent, mais voilà, comment est-ce... Bon, voilà, je donne un exemple. Qui me pose question, pourquoi on a des pistes cyclables, des transports en commun, on commence à avoir des véhicules électriques, du covoiturage. Malgré tout ça, les émissions liées au thermique en France, à la mobilité thermique, augmentent. Les gens ont des SUV, soyons clairs, ce sont les véhicules lourds. On a proposé les citoyens ont proposé limitation à 110 km/h sur autoroute, ça n'a pas été retenu. Donc on peut se poser des questions. Ça, c'est voilà, il n'y a peut-être pas de courage politique, mais aussi les choix de SUV, c'est le choix de chacun. Voilà. Donc non, mais c'est la réalité. Disons, les véhicules lourds consomment plus. L'augmentation le fait qu'on n'arrive pas à diminuer nos émissions, c'est l'augmentation de la quantité de SUV. Je vais peut-être me faire tuer, mais c'est ainsi. Donc il faut réfléchir. On peut accuser les politiques, mais on peut aussi se poser des questions sur notre propre comportement. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà, à un moment aussi, il faut, je crois, réfléchir à... Tout le monde est concerné. Ce ne sont pas que les décideurs politiques. Bonjour. Une question par rapport à votre dernière diapositive. Oui. Vous y parlez de développement durable. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler, plutôt que de développement, de parler de sobriété et de nouveaux modes de consommation? Si, alors, il y a 3 mots importants dans la lutte contre le réchauffement climatique. La sobriété, elle était bien mise en évidence. Je n'ai pas voulu prendre trop de temps dans le cas de l'énergie. Je vous ai parlé des inégalités. Et il faut tout faire pour que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités. Et il y a aussi les aspects solidarité. C'est clair qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Mais oui, absolument, il faut, on n'arrivera pas, c'est un exercice très clair, à prendre la mesure du réchauffement climatique par de simples ajustements techniques, technologiques. Il faut aussi que nous réfléchissions un peu à ce qu'on fait, soyons clairs. Oui, il faut la sobriété, on peut la définir de façon différente, mais il faut effectivement l'intégrer à cette lutte contre le réchauffement climatique. Je peux? Oui, il faut y aller. J'ai 2 questions. La première, vous n'avez pas du tout parlé de démographie. Oui, Or, on peut. Peut-être que l'une des réponses possibles serait de diminuer le nombre d'habitants de la planète. Non, la deuxième, je ne sais pas comment. Non, mais attendez, on va réfléchir. La deuxième question, ça concerne notre balance commerciale. Nous importons plus que nous exportons. Et nous importons donc des produits qui ont été réalisés dans certaines conditions avec une forte consommation de carbone. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on ne doit pas mettre un terme aussi à ce libéralisme effréné qui consiste à multiplier les importations? La deuxième question, oui, bien sûr. Ce qui est chiffré, il y a 2 chiffres qui sont intéressants. C'est les émissions sur le territoire national, elles diminuent, mais aussi l'empreinte carbone, elle a diminué vraiment de façon non négligeable. Mais l'empreinte carbone, c'est-à-dire si on tient compte des importations, aussi des exportations, mais on exporte très peu, on diminue beaucoup. Diminue un peu, mais pas suffisamment. Donc oui, il faut tenir compte de l'empreinte carbone, c'est-à-dire des importations. C'est très clair. Mais le problème, c'est que dans la Convention climat, ce sont les émissions sur le territoire national qui font partie des objectifs. La deuxième chose, la démographie. Oui, alors d'abord la démographie, j'en ai pas parlé, mais on en tient compte dans les scénarios. On aurait certainement intérêt collectivement à ce que la stabilisation
de la population ne soit pas à un niveau trop élevé. On parle d'une stabilisation en 2050. Hein. Donc voilà, là. Mais par rapport à votre question, voilà, s'il y avait 2 milliards d'habitants sur cette planète et s'ils se comportaient comme un Américain actuel, nous irions également dans le mur. Donc je pense que, voilà, c'est ça la réponse. C'est-à-dire que non, on ne peut pas attendre une diminution des populations. C'est vraiment, disons, c'est important, mais je ne mettrai jamais sur le haut de la pile cette nécessité de diminuer la population. C'est vraiment le mode de comportement qui est important. Hein, donc en premier lieu. Bonsoir, moi j'ai une question sur la nourriture, sur l'agroalimentaire. Aujourd'hui on débat gentiment sur le nombre de saucisses qu'on mange à chaque barbecue. Grosso modo ça limite pas beaucoup. Vous avez bien précisé que demain serait très très différent. Moi je voudrais savoir simplement, au-delà des choix qu'on peut encore se permettre aujourd'hui, ce qu'on pourra faire pousser demain en France. Qu'est-ce qu'on va faire pousser quand on aura des plus 4 degrés et des températures très très élevées? Non, disons, il y aura effectivement, l'agriculture est appelée aussi à s'adapter. Il y a quand même des possibilités hein, d'avoir de déplacements voilà, on parle de la vigne en Bretagne, hein, c'est peut-être que dans 30 ans ou 40 ans, ça commence à devenir une réalité, il y a des premiers vignobles. Oui, il y aura des déplacements des zones de culture, mais aussi des adaptations, y compris dans le monde viticole. Il y a des adaptations dans les cépages, dans les pratiques culturelles, qui peuvent aussi, disons, jouer un rôle important. Les questions sont posées pour on parle beaucoup du maïs, certains, il y a des céréales, enfin le sorgho en tout cas est moins, on aura intérêt peut-être dans certaines régions à aller vers des cultures moins, disons plus sobres, moins utilisatrices d'eau, voilà, où il faut y réfléchir et je crois qu'il faut, disons, cette adaptation est nécessaire aussi, disons, dans le monde agricole, vers de nouvelles pratiques culturelles et peut-être de nouvelles variétés, de nouvelles espèces même, disons, les cultures. J'habite un peu au nord d'ici, c'est-à-dire dans la communauté de communes et au-dessus de celle de Rennes Métropole, Badie-le-Cougnier. On est actuellement à l'examen du PCAET, climat, air, énergie, eau, énergie, et à mi-parcours. Alors on s'aperçoit qu'effectivement nos consommations d'énergie fossile est en train de croître, alors que les courbes d'objectifs devaient justement aller vers la décroissance. Au niveau d'une communauté de communes, parce que vous avez dit que finalement c'était au niveau du territoire que les choses pouvaient se faire. Tout à fait. Mais finalement, au niveau d'un micro-territoire comme celui-là, malgré la bonne volonté des élus, un projet de territoire extrêmement ambitieux à des tas de niveaux, on voit bien qu'on n'arrive pas à faire baisser ces consommations, on n'arrive pas non plus à faire augmenter de manière sensible la production d'énergie renouvelable. Et en plus, alors au niveau des déplacements des populations, la communauté de communes n'a pas finalement beaucoup de possibilités d'exiger quoi que ce soit de ses citoyens. Donc comment est-ce qu'au niveau d'un micro-territoire comme celui-là, mais c'est vrai finalement probablement aussi au niveau de la région, comment on peut arriver à bouger? Oui, je veux dire qu'il faudrait des mesures peut-être plus volontaristes que celles qui sont mises en place. Par exemple, une des mesures j'ai parlé du 110 km/h, c'est pas si idiot que ça, hein. Peut-être pas chez vous, mais enfin, disons, en Bretagne, il n'y a pratiquement pas de tronçon où ça soit permis au-delà de 110 km/h, et on s'en porte très bien d'ailleurs. Bon, je veux dire, ça montre que ce ne sera pas la fin du monde si c'était étendu à l'ensemble de la France. Pour le bâtiment, par exemple. Donc il y a beaucoup à faire sur le bâtiment, la consommation énergétique du bâtiment. Je suis un peu déçu que vous disiez qu'on ne puisse pas développer le renouvelable. Il y a vraiment beaucoup à faire. Alors on ne le fait pas parce qu'il y a des oppositions, et c'est sur ces oppositions qu'il faut s'interroger aussi. Donc j'ai dit volontairement, et j'ai montré volontairement cette conclusion, on n'arrivera pas en France sans un développement significatif du renouvelable. Et c'est bien chez vous, chez tous ces territoires, que ça va se développer ou ne pas se développer. Il y a une opposition à l'éolien terrestre qui est claire. À chaque fois, il y a des oppositions et on voit bien la difficulté. Donc,
Pourquoi on a, disons, il y a 5000 éoliennes en mer en Europe, il commence à, disons, très longtemps, j'ai dit, il n'y en avait pas une en France, alors maintenant c'est moins vrai, mais on peut se poser des questions aussi sur notre propre comportement en tant que pays. Bon, j'ai suivi certains PCAET, je vois bien la difficulté. Par exemple, une des mesures qui aurait été intéressante, peut-être, c'est celle proposée par les citoyens, c'est-à-dire alors je sais la difficulté après sociale, mais d'une rénovation obligatoire à chaque changement de propriétaire d'un logement, par exemple. Donc c'était l'obligation. Et si on n'a pas des mesures qui ont été proposées, c'est pas moi qui les ai proposées, c'est vraiment dans la Convention citoyenne. Voilà, donc s'il n'y a pas effectivement des mesures plus ambitieuses, si effectivement, voilà, sur la mobilité, bon, ça peut être le prix de l'essence, mais on voit bien que la mobilité augmente. Il y a aussi, voilà, donc c'est un peu ce que j'ai dit, c'est parce que la mobilité augmente que les émissions ne diminuent pas, même s'il y a de nouveaux moyens de locomotion. Donc non, je n'ai pas de recette miracle, mais voilà, c'est là où l'État pourrait aider peut-être avec des mesures fortes, mais des mesures, on voit bien ce qui se passe, bon, je ne vais pas faire trop de politique, mais on voit bien ce qui se passe, disons la mesure de non-location des GEF, qui est effectivement une mesure tout à fait souhaitable du point de vue du climatologue, eh bien voilà, maintenant on parle de reculer la date de mise en œuvre, alors qu'on en parle depuis 10 ans. On sait bien qu'il faut absolument isoler les bâtiments. Donc on connaît aussi le problème de coût et tout ça, c'est cela qu'il faut... c'est une équation extrêmement difficile, moi j'ai pas de recette, et voilà, mais voilà, si on n'y arrive pas collectivement, mais c'est quand même chez vous, chez nous, pas chez nous, c'est là où ça se passe quand même, c'est ça que je veux dire. C'est pas que l'État. La réalité, c'est dans les PCAET, dans leur réussite. Je sais la difficulté, mais c'est essentiel, ces PCAET. Voilà. Je vous encourage pas, excusez-moi, mais bon, mais c'est la réalité. C'est là où, disons, les émissions, si elles ne diminuent pas à l'échelle des communautés de communes, disons qu'on fera la somme à la fin de l'année, elles n'auront pas diminué à l'échelle française. Oui, bonsoir. Ma question, moi, ce serait de vous demander, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de votre collègue François Gémen, Oui. qui dit que l'écologie n'est pas un consensus, et dans lequel il développe effectivement la problématique aujourd'hui des jeunes, de beaucoup de jeunes qui disent on n'a plus le temps d'attendre, et donc ils développent des mouvements effectivement plutôt, pas forcément violents d'ailleurs, non violents, mais avec des actions radicales. Et il dit aussi dans ce bouquin-là, bon, on vote en France, mais on vote toujours pour ceux qui n'ont pas intérêt à changer. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est probablement un peu vrai, mais on est tous un peu... Oui, le changement n'est pas facile. Et ce sont des changements, à force de ne pas les faire, ces changements, ce sont des changements majeurs, c'est ça que je veux dire. Oui, je suis assez en phase avec François Gémen. Moi, j'encourage, enfin, je m'engage à ma façon, je vous assure, mais je m'encourage. Enfin, voilà, j'étais heureux d'apprendre avant-hier que, eh bien, la dissolution des soulèvements de la terre avait été refusée par le Conseil d'État. Il y a quand même un jour, voilà. Donc, je le dis, même, je ne me suis pas engagé directement, mais c'est clair que je l'ai dit souvent. Voilà, et c'est vrai pour tous ces mots. Oui, il faut s'engager. Il y a différentes façons de s'engager, mais il faut le faire. Bonsoir, je me permets de vous appeler, de prendre la parole. Bon, nous sommes ici dans une salle et vu là, j'ai vu les personnes qui sont là, on voit bien que les jeunes ne sont pas présents. Il y en a quelques-uns. Comment vous sentez la jeunesse pour répondre à tout cela? Alors, que les jeunes se lèvent. Comment vous sentez l'adaptation et voir l'engagement des jeunes dans ce... Je sais bien, il m'arrive de faire des conférences devant des jeunes, mais c'est parce qu'ils sont un peu piégés, c'est dans des collèges ou bien... donc, c'est un peu vrai. Hein. Donc, ils n'ont pas trop le choix que de m'écouter. Ça m'arrive souvent, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est vrai que, bon, ces jeunes sont doublement concernés. Je le redis, ils sont concernés par l'inaction, c'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont que les prémices du réchauffement climatique, c'est très clair. Donc, je dirais que c'est eux qui, si on n'y fait pas attention aujourd'hui, qui prendront de plein fouet les conséquences du réchauffement dans la deuxième partie de ce siècle. On peut toujours dire que ça n'arrivera pas, mais je pense que c'est peu probable que ça n'arrive pas. Et puis, ils sont quand même concernés par l'action, hein, parce que l'action, c'est aujourd'hui. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien que les jeunes soient là, mais bon, il y en a quelques-uns.
Mais c'est vrai, mais aussi, j'aime bien dire aux jeunes, disons, c'est quand même quelque chose, cette transition, elle est quand même extrêmement intéressante. Il y a beaucoup d'innovations, de recherche à mettre en place. Voilà, moi, si j'étais jeune, je serais passionné de m'engager dans cette transition. Donc voilà, donc il y a tellement à faire. C'est créateur d'emplois, disons, la qualité de vie devrait être au rendez-vous. C'est aussi ces notions de solidarité. Donc voilà, c'est ça que j'essaye de dire, que cette transition, il ne faut surtout pas la refuser. Il faut s'y engager. Donc voilà, je sais aussi les difficultés, la sobriété en est une, mais on veut dire, il ne faut pas non plus, voilà, mais vous savez, non, enfin, voilà, on a des petits enfants de l'âge, voilà, de 22, 21, 19, voilà, on voit bien comment ça se passe, ils sont tous différents d'ailleurs, mais voilà, non, c'est pas facile, je ne jetterai surtout pas la pierre aux jeunes, j'essaye simplement de les engager. C'est vrai que dans ce type de conférence, on n'en voit que très peu. Merci à ceux qui sont là quand même. Bonsoir. C'est pas une question, mais plutôt des réflexions sur les injonctions paradoxales qu'on a au quotidien. Je suis un utilisateur de SUV repenti, mais je travaille dans les énergies renouvelables. Je dois changer mon véhicule, je suis pour les véhicules électriques, mais je me pose fortement la question de la production des batteries, le recyclage de ces batteries. Je passe tous les jours, depuis quelques semaines, devant un chantier de construction de 3 éoliennes, c'est des dizaines de toupies de béton pour les seules fondations. Je me dis que les choix que l'on fait pour le renouvelable et les faibles émissions de carbone, de CO2, pardon, elles ont des effets négatifs et délétères derrière. Non, mais d'abord, bon, je vous dirais que les toupies de béton, c'est rien par rapport à toutes les infrastructures qu'on construit actuellement, qu'on modifie, y compris les infrastructures routières. Disons, c'est vrai que les mêmes s'ébahissent devant disons, la quantité de béton qu'il faut pour une éolienne, mais quand il faut construire une route, les gravats, disons, les gens réclament des routes. Donc ce sont les mêmes souvent. Donc non, il n'y a pas, bien sûr, disons, la construction d'une infrastructure demande effectivement de la production d'énergie, ça c'est très clair, mais bien sûr que c'est récupéré très rapidement. De même, les panneaux solaires, disons, leur construction s'est récupérée pratiquement en 1 ou 2 ans et ça produit de l'énergie gratuite, et, disons, pendant les 28 années qui suivent, ça dure 30 ans. Pour les batteries, effectivement, il y a de la recherche à faire. Il y a des recherches qui se font. Par exemple, actuellement, il y a des batteries qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui vont durer 30 ans, pratiquement éternellement. Je veux dire, donc, ce problème, donc voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. C'est là que je dis, il y a vraiment des domaines où il faut une recherche très forte pour tout ce qui touche les batteries, le stockage de l'énergie. Voilà, donc c'est pas si simple, mais il faut voir aussi que ça progresse énormément. Donc, aussi bien pour les panneaux solaires disons, dans un pays comme la France, l'utilisation d'un véhicule électrique est très favorable par rapport à l'utilisation d'un véhicule thermique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Bonsoir. Pour aller dans le sens de la question qui vient d'être posée, moi, je vais aussi dans l'injonction paradoxale, c'est que toutes les solutions qui nous sont proposées sont produites en Asie. Que les éoliennes, on est un foutu de le faire en France, les batteries, on est un foutu de le faire en France, les voitures électriques, les Chinois sont plus compétitifs. À Noël prochain, 90% des cadeaux sous le sapin viennent d'Asie. Et on se retrouve dans encore de l'injonction paradoxale où on se met des contraintes, nous en France, mais on doit peser à peu près 3% des émissions de CO2 dans le monde. Est-ce que, par votre expérience, vous réussissez à faire entendre aux dirigeants autres que la France cette parole? Est-ce que vous croyez profondément, au fond de vous, que le combat peut encore être gagné? Disons, ce sera difficile, mais disons, je dirais que chaque dixième de degré compte et tout ce qui sera fait dans le sens d'atténuation du réchauffement climatique est important. Donc, je ne suis pas naïf. Bon, une anecdote. Voilà, on est en fin des années 90. Voilà, Louis Schweitzer, le patron de Renault, il nous invite j'ai déjà dû le raconter, il nous invite à un déjeuner. Voilà, j'étais avec un collègue climatologue, je crois que c'était Hervé Le Treut. Et voilà, on essaye on discute du réchauffement climatique, et ça se termine en disant c'est pas mon affaire. Si on avait aussi des patrons qui écoutaient les scientifiques,
Donc ce que l'on dit là, on le dit depuis 30 ans, qu'il faut développer les renouvelables. Voilà, nos patrons n'écoutent pas les scientifiques. Nos patrons vont vous dire que là où il faut les marges, c'est sur les SUV. On va continuer à faire des SUV. C'est ce qui se passe. On peut discuter de tout ça. Mais si on n'a pas des patrons non plus qui ont une vision, et il y en a, mais pas beaucoup, voilà, donc je cite l'exemple de Louis Schweitzer, parce qu'à un moment, au contraire, si on avait développé l'électrique, eh bien, voilà, on ne serait peut-être pas là où on en est. Moi, je suis arrivé à Saclay en 68, on venait d'abandonner la filière d'hydrogène dans notre service. Vous voyez, il y avait des recherches sur l'hydrogène qui ont été arrêtées. Voilà, c'était pour faire place au nucléaire, ça c'était autre chose. Mais voilà, donc à un moment, il faut aussi une véritable vision. Et voilà ce que je vous raconte ce soir, je pense que je vous raconte depuis longtemps. Le besoin de renouvelables, je vous assure qu'on en parle depuis longtemps. Mais à un moment, il faut aussi écouter et non pas continuer à, disons, sur sa lancée. Et ça c'est une difficulté dans notre pays. Donc les premiers à évangéliser, ce sont vraiment ceux de notre pays. Voilà, j'ai eu le plaisir de passer cette semaine une bonne demi-heure avec notre ministre de l'Industrie, alors comment il s'appelle, Roland Lescure. Voilà, il essaye d'inciter les industriels, mais on voit bien que voilà, disons, ils font quand même un peu la sourde oreille. Voilà, c'est aussi notre problème. Donc, parce que, je vous le redis, il n'y a pas de formation des élites. Hein, c'est tout le problème de la formation. On peut y revenir, c'est pour ça que je me suis beaucoup attaché à ça. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent, très souvent, je vous assure. C'est bon. Bonjour. Est-ce que vous croyez aux solutions technologiques, notamment géo-ingénierie, pour sauver le monde? Non, pas. Alors, ce à quoi je crois, ou je suis obligé de croire, donc il y a deux façons de... Alors, dans les approches technologiques, donc il y a deux façons d'opérer. Donc on peut travailler sur le cycle du carbone, piéger du carbone, c'est ce qui est proposé, on parle et ça va être largement discuté à la prochaine COP, puisque c'est ce que veulent mettre en avant les pays pétroliers. C'est le piégeage et le stockage du gaz carbonique à la sortie d'une centrale. Alors il faut aller le... Donc moi je pense qu'il faudrait mieux diminuer les émissions plutôt... Bon, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train de continuer à émettre du CO2 et de demander à nos enfants et à nos petits-enfants de le piéger dans quelques années ou quelques décennies. C'est un égoïsme quand même, c'est bien le problème. Donc c'est bien ce qu'on est en train de faire, de reporter l'effort à faire, non pas nous de diminuer nos émissions, mais de demander aux jeunes d'aujourd'hui de piéger le CO2 parce que ça se mettra en place en 10-15 ans. C'est encore plus égoïste sur la deuxième méthode. Disons, on va parler de modifier donc il y a deux grands types de méthodes. Modifier piéger du gaz carbonique ou modifier le rayonnement solaire. Donc ça, c'est la géo-ingénierie solaire. Ça part du constat qu'à chaque grand volcan, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degrés pendant quelques années. Et donc certains proposent, parce qu'il y a des aérosols qui vont généralement sulfatés, qui vont à une dizaine de kilomètres d'altitude, et voilà, et ça piège une partie de rayonnement solaire, ça assombrit l'atmosphère, voilà, et puis, alors, c'est techniquement possible d'envoyer ces aérosols de façon volontaire à ces altitudes, et ça commence à être beaucoup discuté. Alors, quel est le problème? C'est que, disons, l'idée de ceux qui le font, c'est de le font temporairement. La réalité, alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'il y a des effets secondaires, donc sur les précipitations, sur le cycle de l'ozone. On peut admettre que, donc, ces effets secondaires, on va faire l'hypothèse qu'ils sont, disons, relativement négligeables, en tout cas qu'on puisse en prendre la mesure. Donc tout marche bien, c'est-à-dire que si on veut, on laisse augmenter le gaz carbonique, parce que c'est bien ça l'idée des pétroliers, et pour maintenir le réchauffement climatique constant, eh bien, il faut augmenter la dose à chaque fois, hein, parce que c'est relativement temporaire. Et donc, si dans 30 ans, pour une raison quelconque, une guerre, une technologie, on doit arrêter le degré qu'on aura au mieux évité, qu'on aura évité, si c'est techniquement possible, eh bien les jeunes d'aujourd'hui le prendront en 3 ans. Et les conséquences seront encore plus terribles. Donc c'est vraiment un vrai problème éthique. Il y a aussi d'autres aspects. Par exemple, cette géo-ingénierie, même si dans le meilleur des cas, on maintenait la température moyenne constante, eh bien,
c'est pas elle qui apportera, par exemple, l'acidification de l'océan se poursuivrait, et de même, l'élévation du niveau de la mer se poursuivrait. Ça n'apporterait de réponse, probablement pas aux précipitations non plus, ça n'apporterait de réponse qu'à la température. Donc on met cela en avant, donc non, moi je pense que ces approches purement technologiques, c'est vraiment déplacer le problème de notre génération sur les suivantes. Et ça, moi, ça m'interroge. Voilà, c'est un problème éthique avant tout. Je crois que j'ai signé des tribunes dans ce sens-là. Mais c'est aussi un problème technique. Mais disons, je crois que c'est cet aspect éthique qui est pour moi le plus important. Excusez-moi. Oui. Ça va ? Merci beaucoup. Ah, il y en a encore une alors. Maintenant, il y en a encore une. C'est la dernière, donc comme vous voulez, moi je veux bien encore. Non, vous me dites, hein. S'il y en a encore une, on va y répondre. Oui, bonsoir. Ouais. Je voulais juste vous poser deux questions. Il y en a deux là, oui. Une rapide. On a vu que lorsque le CO2 augmentait, le PIB augmentait, et que d'ailleurs pour le Covid, lorsque du coup on a eu une diminution du CO2, enfin de la production des émissions de gaz carbonique, ça a été corrélé avec une diminution du PIB. Donc est-ce que les deux sont forcément indissociables ? C'est pas le CO2 en soi que... Non, pas le oui, c'est parce que c'est l'énergie, quoi. Il faut mettre en face, le CO2 c'est de la production d'énergie, c'est ça qui est important. Bien sûr, vous le savez bien, c'est pas ça, mais donc oui, l'énergie est indispensable pour le développement de l'humanité tel qu'on l'envisage. Mais le problème, c'est de produire de l'énergie autrement. On pourrait, si nous le décidions, par exemple, dans le rapport du GIEC, donc je vous ai parlé de 60 milliards de tonnes, c'est 45 milliards de tonnes de CO2 et puis 10 à 12 supplémentaires. Donc en fait, ce rapport du GIEC nous dit que si nous avions décidé, ce qu'on ne fait pas collectivement à l'échelle planétaire, de développer le renouvelable de façon, disons, accélérée, eh bien, on aurait pu gagner 10 milliards de tonnes. Donc, ce qu'il faut, alors que le piégeage stockage du gaz carbonique ne nous ferait gagner jusqu'en 2030 qu'1 milliard de tonnes. Et 1 milliard de tonnes pour le nucléaire. Donc, on voit bien que, disons, oui, il faut décorréler la consommation d'énergie, les émissions de CO2 de l'augmentation du PIB. On peut d'ailleurs se poser des questions sur les PIB humains. La meilleure façon de le faire, c'est évidemment d'aller vers des énergies sobres en carbone, qui, à l'échelle planétaire, c'est forcément la solution renouvelable qui sera la plus importante, même dans le meilleur des mondes pour, disons, le développement d'énergie nucléaire, même dans le meilleur des mondes, eh bien, l'énergie nucléaire ne produira jamais plus de 5 à 10%, même pas 10% d'énergie à l'échelle planétaire. Il y a tellement de limites. Voilà, donc si on réussit, ça sera largement à travers le renouvelable. Le côté optimiste, c'est que eh bien, des continents comme l'Afrique, qui vont se développer, avec la population va doubler, disons en termes de renouvelables, ils ont tout ce qu'ils veulent. Disons, malheureusement, ils ont tous les fossiles qu'ils veulent aussi. Mais je veux dire, c'est une question de choix. On ne peut pas dire, il y a la possibilité, pour un continent comme l'Afrique, sans problème, alors bien sûr, ce sont des investissements, des choix, de se développer autour de renouvelables, biomasse, hydroélectrique, mais surtout, bien sûr, solaire, dans certaines régions éoliennes. Mais vraiment, donc, c'est une question de choix de société. On peut rester collé aux combustibles fossiles. On voit bien qu'il y a... C'est bien voilà, mais il y a d'autres solutions. Il faut s'en persuader. Le rapport du GIEC les exploite de façon très claire. Oui, allez-y, oui. Très rapidement, je sais par rapport au fait que vous avez travaillé au CEA, est-ce que du coup vous croyez en la fusion ? Ah oui, j'ai travaillé au CEA, donc c'est vrai, oui, c'est une maison, je commence ma 56e année au CEA, donc je ne vais pas dire que je n'ai pas travaillé au CEA, j'avais travaillé sur le nucléaire, mais je connais bien la maison, et d'ailleurs j'aime bien cette maison, je vais dire, on m'a jamais embêté. Je dirais, bon, moi-même, disons, le CEA, c'est très bien que quand je parle, je ne suis pas anti-nucléaire, je ne serais pas resté au CEA, mais je mets toujours en avant le développement des renouvelables. Une de mes fiertés, ça ne va pas être trop long, une de mes fiertés, c'est d'avoir reçu, il y a maintenant 4 ans, je crois, le trophée des énergies renouvelables pour quelqu'un au CEA. Et j'étais aussi très fier cette année, j'ai remis le trophée des énergies renouvelables
disons à Jean-Louis Val. C'est moi qui ai été invité à le remettre. Bon, ma maison mère sait très bien que je plaide plus pour le renouvelable que le développement du nucléaire. Je vois le choix qui a été fait. Je force de constater en France que bon, ça sera difficile. Bon, j'ai beaucoup regardé les scénarios. C'est quand même difficile, disons 100% renouvelable. Alors on peut en discuter. S'il y a des gens, c'est peut-être pas ce soir un autre jour, mais c'est pas si simple. Donc le choix qui est fait en France, disons, ne me gêne pas trop. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'a pas été démocratique. C'est-à-dire que c'était décidé par... Voilà. Donc l'absence de discussion autour d'un vrai projet en France n'a pas été discuté. Et je pense que s'il avait été discuté, il y a moins de personnes anti-nucléaires qu'il y a 30 ans. Donc l'absence de choix démocratique me choque plus que le choix lui-même. C'est ce que je veux vous dire. Voilà. Mais en France, il faut absolument, je le dis et redis, à l'échelle planétaire, c'est le renouvelable qu'il faut développer de façon impérative. Bien, merci. Merci, M. le Président, pour cette intervention. Plusieurs choses à préciser. Donc, vous avez le dernier livre de Jean-Gilles par Paul Goupil en vente auprès de Camille, la librairie Mouche. On peut partager un verre ensuite, ça sera à droite de la salle. La prochaine conférence aura lieu probablement au début 2024. On essaie d'avoir un spécialiste de la violence dans nos sociétés à travers la pensée de René Girard. Et puis je suis en contact avec Jérôme Fourquet également pour la France d'après. Voilà. Si vous nous laissez vos coordonnées, pour ceux celles qu'on n'a pas, on vous enverra le programme au fur et à mesure.